Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Lizard Wizard, l'émission qui traite de Magic et de votre actu club. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors aujourd'hui au programme, on aura les résultats de la ligue en EDH et en moderne. Et également Tristan, tu vas nous parler de la dernière extension en cours, le Seigneur des Anneaux. Oui, extension qui est très, on va dire controversée quand même, hein, malgré sa célébrité auprès des fans de Seigneur des Anneaux. Ouais, et on va tout de suite commencer avec la méta. Alors, Tristan, qu'est-ce que nous pouvons dire sur la méta du club? Alors, j'ai pas envie de dire la méta actuelle, mais on sait que c'est une fin de ligue ici en moderne. Quels ont été un peu les decks présents, fort présents? Pourquoi, selon toi? Et on remarque un peu une différence par rapport au niveau des pros. Alors oui, donc on a quand même vachement vu du Creativity et du Hammer Time, les deux decks principaux quand même dans la méta, même chez les pros. On a vu aussi quelques decks qui se distinguent, hein. Je pense à notre joueur en 5e position qui joue un deck Life Gain Infinite Combo avec des écureuils. Ouais. Donc c'est assez spécial. On a aussi vu du Sliver aggro et du Sliver Combo également aussi avec tout ce qui est Morofond, etc. Donc on peut dire quand même que c'était assez varié, il y a eu quand même beaucoup de creativity, le joueur de creativity est quand même premier, je pense que c'est parce qu'il joue un deck vachement plus puissant aussi, mais les autres n'ont pas démérité et il a perdu des games aussi contre pas mal de petits decks. Mention spéciale aussi pour le joueur de Death Shadow qui a bien joué aussi ses matchs quand il jouait ce deck-là. Creativity est suivi par Jund également. Jund en plus classique, on va dire. Hein. Il n'y a pas de saga, voilà, c'était un peu plus un éternal Jund. Et il n'a pas démérité non plus sa place, donc voilà, c'était assez varié. C'est vrai que la différence chez les pros, ouais, Murktide, Crash Footfalls. Donc voilà, il n'y avait pas de scam. Étonnant, parce que les élémentaux sont quand même assez broken. Et pas de Rhino. Pas de Rhino, surtout. Pas de Rhino, ouais. Pourquoi, finalement, Rhino, qui est, je crois, peut-être en 2e ou 3e position dans les decks aggro, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Rhino ici au club? Pourquoi est-ce que c'est un deck qui fait peur? Pourtant, c'est des cartes, j'ai envie de dire, pas fort abordables, mais Ouais. qui sont forts, qui sont quand même accessibles dans la grande majorité. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas de Rhino? Je dirais que Rhino, c'est quand même déjà un peu peut-être complexe à jouer, je sais pas, j'ai pas testé le deck, mais je sais que déjà c'est un deck cher. Ça c'est sûr et certain. Les cartes principales ne sont pas chères, les cartes de la combo ne valent pas grand-chose, mais par contre, voilà, la mana base, il y a des contres, il y a quelques petits trucs qui font vraiment que là le deck devient cher. Je ne sais pas ce qui fait que sa popularité n'est pas présente dans le club. Peut-être que c'est parce que c'est un club un peu plus fun, justement. Que les joueurs favorisent des decks un peu plus spéciaux, hors méta également. Je sais qu'il y a eu aussi du Rakdos réanimateur d'Aura, donc voilà, c'est pas quelque chose qu'on verrait peut-être dans des autres clubs, ni chez les pros, donc c'est peut-être aussi pour ça. Par contre, une carte fort présente et chez les pros et dans notre club, c'est le fameux singe, Ragavan, on le voit partout. Qu'est-ce que tu penses de cette carte? Alors on pense, laissez-nous un petit commentaire pour savoir un petit peu vous, ce que vous en pensez à la maison, mais je pense globalement qu'il ne va pas être ban avec cette nouvelle réédition, une belle réédition en plus, avec ses numéros limités. Mais qu'est-ce que tu penses de Ragavan? Est-ce que tu penses que c'est une carte trop broken? Est-ce que tu penses que c'est une carte qu'il faut se méfier? Ou est-ce que c'est une carte voilà, qui fait partie de la méta moderne, qui fait partie du moderne, et juste il faut vivre avec, s'adapter avec, sider contre, et est-ce que finalement on ne doit pas apprendre à vivre avec Ragavan, ou faut-il vraiment le craindre et vouloir ban ce singe? C'est une bonne question que tu poses. Moi, j'ai un avis un peu précis sur la question. Il faut savoir qu'avec la méta qui est sortie déjà depuis quelques temps, hein, Modern Horizon 2, c'est quand même déjà présent depuis longtemps. Je trouve que Ragavan a éclipsé déjà les élémentaux, qui sont déjà eux très forts, hein, parce que faire discard d'un adversaire tour 1 de 2 cartes avec une 4-3 menace en prime, c'est quand même très fort. Et même ça, c'est éclipsé par Ragavan, tellement il est puissant. Je pense que Ragavan, quand il sort T1 sur le play, est vraiment ravageur. Ça, c'est
c'est inéluctable, quoi. On ne peut pas lutter contre un Ragavan tour 1, il va d'office nous toucher et ça va d'office déjà créer de la value. S'il arrive plus tard dans la partie, je pense que c'est moins impactant, sauf si on n'a pas de board ou quoi pour le bloquer ou qu'on n'a pas de gestion, là c'est un peu plus compliqué. Je pense que il va pas se faire ban parce que il a été réédité, donc à moins que Wizard fasse un peu les fous et veulent perdre de la communauté, ça ne sera pas banni, quoi. Je pense que Ragavan a des parfaits contres. Je pense à Wrenn and Six par exemple, qui est un parfait counter en fait de Ragavan avec le ping qui empêche Ragavan d'être utile. Wrenn and Six qui est également une carte très forte dans la méta. Moi honnêtement je pense que Ragavan il est, on va dire, à craindre quand il est sur le play et même éventuellement sur la draw si on passe notre tour 1 à rien faire. Et sinon je pense que la carte est quand même assez bonne en général, peut-être un chouïa trop forte. Heureusement qu'elle est légendaire, j'ai envie de dire. Ouais. Heureusement qu'elle est légendaire. Mais... Donc une carte finalement à craindre, mais il faut s'adapter contre, et réfléchir et jouer intelligemment contre. C'est ça. Ok. Notre petit point moderne est terminé. Et d'ailleurs, ce soir, c'était le dernier tour final pour cette ligue moderne. Nous allons voir tout de suite les matchs les plus intéressants. Et ensuite, on va clôturer avec l'interview du vainqueur. C'est un match habituel ici chez les Lézards. Le deuxième round vient de commencer avec un Ragavan T1 chez le joueur Junt, puis un Wrenn directement géré avec un Spellspear. Le joueur Junt ne se laisse pas faire en lançant une inquisition de Kozilek, faisant discarder le Wrenn du joueur Creativity. Au troisième tour, Jun retente de lancer Wrenn, qui se fait instantanément contrer. Ensuite, avec le mana restant, il va lancer Alpine Moon, nommant Mine de Nain. Creativity ne peut donc plus compter là-dessus pour créer son token. Après plusieurs tours de souffrance, à soupir des attaques du singe, Creativity le gère enfin grâce à Prismatic Ending. S'ensuit une fable, deux fables, créant ainsi deux gobelins malheureusement gérés avec une furie hardcast. Creativity à nu, Junt en profitera pour amplifier son board avec une deuxième furie, ce qui ne manquera pas de faire concède Creativity. 1-1, dernier round avec un start très pauvre chez Jund. Creativity va chercher la mine de nain, puis sur un top deck, Creativity qui va donner sur Emrakul. Le joueur ne sait rien faire face à ce titan, il concède. 2-1 pour Creativity qui ne va pas manquer de remporter ses autres matchs contre du Rakdos 2-0, puis 2-0 contre Elliot Point de Vie. Le joueur Creativity va donc gagner la Ligue moderne de cette fin de saison avec un deuxième top 1 consécutif, s'hissant ainsi à la prestigieuse place du meilleur joueur du club. Et avant de continuer cette émission, toute l'équipe Blizzard voulait remercier nos sponsors, la ville de Huy pour les locaux et les nouveaux disciples, fournisseurs officiels du club. Et maintenant un point sur la Ligue EDH et le classement. Alors pour ce qui est de la Ligue EDH, on a vu de très belles choses. On a vu des decks préconstruits jouer abondamment et on a vu surtout une joueuse qui jouait que des decks préconstruits s'immiscer au rang de 4e au classement. Donc parmi des decks à 3000 €, enfin 3000 € peut-être en vrai, c'est quand même du beau jeu. Elle a peut-être réussi à se faire oublier, parce qu'il faut savoir qu'en EDH, si tu te fais oublier par la table, en général, c'est bien pour toi. Peut-être qu'on l'a sous-estimée aussi parce qu'elle jouait un deck préconstruit et qu'elle était à des tables peut-être un peu plus fortes. En tout cas, elle n'a pas démérité cette place. On a aussi également vu de magnifiques combos. Je pense au combo infini de Tour Infini, créé naturellement par Louis Murat, qui jouait un deck Aizy, donc Simic. Il a fait son combo de manière totalement naturelle, donc sans tutor, sans rien, et les adversaires étaient totalement tapped, donc forcément ils ne pouvaient pas réagir, à moins d'avoir une force of négation, force of will ou ce genre de choses, mais c'était fort probable vu les couleurs à la table, parce qu'il y avait quand même un deck Golgari, un deck 5 couleurs mais artefact, donc voilà, et un deck Jeskai, mais plutôt axé sur les marqueurs. Nous avons également vu que certains joueurs ont pris beaucoup de points dans cette ligue en une seule soirée, parce qu'ils ont réussi à faire énormément de défis, et ils ont surtout réussi à avoir de la clairvoyance en choisissant leurs défis avant la partie. Je pense principalement à Loïc, qui jouait des decks Urtet et d'autres decks un peu puissants de ce style, qui a réussi à prendre 20 points en une seule soirée. Et je pense aussi à Louis, un autre Louis, qui a su s'immiscer également plutôt haut dans le classement en une seule soirée avec son Muldrota. Oui, et
pour revenir aussi à cette joueuse préconstruite, à un moment donné, il me semble qu'elle a été deuxième quand les gros joueurs étaient absents, parce que bon, il ne faut pas oublier qu'une ligue, c'est quand même la présence qui fait gagner des points et qui fait grimper les échelons. Voilà, une fois qu'on loupe un jour, on perd plusieurs points en moderne et en EDH, on en perd mais une quantité astronomique, donc on se fait rapidement passer devant. Donc c'est pour ça aussi que finalement les premiers sont les meilleurs joueurs, mais aussi les joueurs les plus fidèles. Mais c'est exact. On a vu plusieurs decks préconstruits, donc c'est intéressant que peut-être l'EDH est un format beaucoup plus permissif pour les nouveaux joueurs, peut-être que le moderne, c'est assez intéressant. Je pense également que c'est un format un peu plus agréable à jouer pour des nouveaux joueurs qui peuvent investir dans Magic à faible coût, en ayant un deck de 100 cartes, je le rappelle, parce que contrairement au moderne où tu investis et que tu as 75 cartes pour vraiment très cher, là pour 50 €, tu peux avoir déjà un préconstruit qui est vraiment viable, qui peut concurrencer des gros decks si une bonne sortie est de mise, bien évidemment. Et oui, tu as raison aussi pour la perte de points. Les joueurs fidèles qui viennent souvent et qui ont de la clairvoyance en choisissant leurs défis, ça paye d'office par rapport à ceux qui ne viennent pas. Donc, elle a été deuxième. Malheureusement, elle a raté peut-être une ou deux soirées, tandis que le premier est venu quasi tous les jours, enfin toutes les soirées. Donc, c'était bien joué à lui et merci pour sa fidélité. Oui, voilà, tout de suite. Et nous allons passer tout de suite aux nouveautés du club. Alors, au programme au club, durant ces vacances, nous aurons 2 soirées EDH Troll à 2 têtes, préparez vos meilleurs decks, ramenez un coéquipier et préparez-vous pour la bataille. Nous aurons également une soirée draft Modern Horizon en anglais. Préparez vos meilleures ouvertures, les singes sont peut-être cachés quelque part. Et bien sûr, la dernière date, ce sera du moderne. Alors Tristan, ça te tente ? Super, je serai là chaque soirée pour participer avec la meilleure équipe, donc vous pouvez compter sur moi. J'espère que sur vous aussi. Ouais, et on compte également sur vous. Alors maintenant, j'espère que vous allez débattre en commentaire avec nous. On va parler du One Ring. Le One Ring de l'autre, ça fait quand même assez débat, je trouve. Alors, j'ai entendu dire que dans la région de Liège, il y avait un One Ring Serialized qui avait été ouvert et qui se valait déjà à 3500 €. C'est intéressant. Voilà. Donc 3500 € pour une carte, ok, c'est le One Ring, mais ça reste quand même cher pour ce que ça fait. Ce n'est pas un Black Lotus, je le rappelle. Oui. Mais il y a encore plus fou, Tristan. Le One Ring 1 sur 1 a été estimé à plus de 2 millions d'euros. Il y a eu une première offre qui a été faite par Gremio de Gronès qui s'estimait déjà à 1 million. Et en fait, elle a été dépassée par Dave et Adams Card World qui ont dépassé ça en disant 2 millions. Donc c'est assez fou quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça fait quand même beaucoup d'argent pour une carte. Ça laisse pâlir le Black Lotus à 150 000 € en Irmine, s'il vous plaît. Oui, Alpha. C'est impressionnant pour une carte qui n'est pas... je ne vais pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais contrairement effectivement à un Black Lotus qui est une carte, mais peut-être la carte la plus broken de l'histoire de Magic, comment est-ce qu'un simple anneau peut rivaliser avec ce Black Lotus ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un coup magistral de niveau de communication, niveau pub, niveau promo de Wizard. Ouais, on va remercier Hasbro, je pense aussi, parce qu'il faut savoir que Wizard a été repris par Hasbro récemment, il y a quelques mois, et c'est pour ça que les nouvelles vagues de cartes arrivent plus vite aussi, et qu'il y a eu le fameux, un genre de Secret Lair ou un truc du style, les boosters avec des fausses cartes, là, je ne sais pas si tu as entendu parler. Black Lotus édition anniversaire. Voilà, c'est ça. Anniversaire, eh bien, on pouvait avoir ce fameux Black Lotus. Tu pouvais, pour 300 € avoir un booster avec des îles tropicales, avec des trucs du style, mais c'était des proxys, donc tu payais 300 balles pour des proxys. Ouais. C'est un peu cher. Hein. Oui. Moi, je suis assez mitigé quand même si l'anneau, c'est quand même quelque chose de waouh dans la communauté. J'estime que ça vaut pas ce prix-là, quoi, parce que la carte, ok, la carte est forte, elle est correcte. Elle est bien travaillée, mais de là à ce qu'elle vale autant, ok, c'est une 1 sur 1, mais il faut savoir que 2 millions pour un bout de carton, quoi. Ouais. Moi, je pense que ça pousse un peu à la consommation aussi, et peut-être les gens, on peut imaginer des gens comme une personne lambda qui sont pas très riches, qui adorent Lord of the Ring, qui jouent à Magic et qui veulent se faire plaisir, mais ils doivent mettre la main au portefeuille, et pas qu'un peu, quoi. Surtout que la communauté Lord of the Ring
est peut-être l'une des communautés les plus grandes et peut-être les plus à même à jouer à Magic, tant les univers sont proches. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, prendre les fans pour des pigeons. J'ai vu énormément de vidéos où c'est des ouvertures en masse de collector box. Je pense à quelqu'un qui en a acheté 190 à peu près, un YouTuber, et en fait, j'ai regardé des vidéos. Si tu en as 1 sur 5 qui est rentable, c'est beaucoup. La majeure partie du temps, on tourne autour des $255 de récupérer dans la boîte, alors que la boîte vaut $465 environ. Donc c'est quand même vraiment rien quoi, pour une collector booster box. On s'attend à quand même un peu mieux, je trouve, comme niveau. En sachant qu'il n'y a pas des cartes non plus exceptionnelles qui coûtent très cher, à part justement les cartes sérialisées. Et j'aimerais justement te poser la question, qu'est-ce que toi tu en penses de ces cartes numérotées qui sont arrivées dans All Will Be One? Est-ce que c'est pas un coup de marketing justement en mode on va vous faire acheter plus de boîtes, plus de boosters, plus cher, parce que les cartes sont plus chères justement? On a quand même vu une Atraxa ouverte en Belgique, à Liège, la première se vendre au minimum à mon avis à 2000 €. Donc 2000 € pour une carte qui en vaut 30 de base, ça reste quand même cher. Oui, moi c'est un principe que j'ai déjà du mal. On peut retrouver un petit peu dans plein de... Il n'y a pas que Magic qui fait ça. Il y a beaucoup d'objets collector, de collections qui sont numérotés, où il y a un brevet, voilà, il y a X dans le monde. Déjà ce principe-là, je n'aime pas, moi personnellement, parce que finalement ça rend un objet qui n'est pas forcément unique et cher pour rien. Alors que justement, ce qui est bien avec cette possibilité d'imprimer à répétition, contrairement à une œuvre d'art par exemple, où là, bah oui, c'est normal de payer un prix pour une œuvre d'art parce que, alors bon, on va pas faire un cours d'histoire de l'art, mais dans la majorité, elles ne sont pas reproduisables. Il y a une seule et donc c'est normal de payer un prix pour cette exclusivité-là. Mais pourquoi payer l'exclusivité pour un produit qui pourrait ne pas être exclusif et être accessible à tous et donc avoir des prix plus... Voilà, moi c'est quelque chose qui me dérange personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, c'est rendre ce jeu qui est déjà vraiment pas une passion très... c'est pas les plus économes, on va dire, c'est pas la plus chère, mais c'est pas la plus économe. C'est pas très abordable. Et c'est sûr que maintenant, bon bah voilà, rajouter des cartes comme ça, bah, si tu as envie de te faire plaisir d'avoir une belle petite carte, voilà. Heureusement qu'ils font des versions moins chères, non numérotées, etc. Heureusement, mais j'ai peur du jour où ils disent, ben voilà, telle carte, elle n'est qu'à tel exemplaire, elles sont jouables et les autres, tant pis, il va falloir. J'ai peur que ça devienne du pay to win. Voilà. Ouais, est-ce que c'est pas déjà un pay to win au final, Tristan? Parce que là, on voit des cartes comme Ragavan qui valent 55 € qui sont super broken, des decks comme Creativity qui valent à peu près 1100 €, 1200 maybe, qui sont les top tiers. Murktide qui vaut quand même aussi un petit pesant, Rhino qui vaut aussi cher, donc il y a quand même beaucoup de decks qui valent aux alentours des 1000 €. C'est la mana base, je pense, le fait que ce soit 5 couleurs ou le fait que ce soit plusieurs couleurs, mais quand même, ça ne justifie pas de payer des Ragavan 55 €, des Vrenensik 55 €. On est en moderne, c'est pas comme si on était dans un format où il n'y a pas beaucoup de bans, quoi. Et voilà, Lizard Wizard Show, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Pour ne rien louper de la suite de nos émissions, vous pouvez nous follow sur YouTube. Et bien sûr, pour l'actualité du club, c'est sur Facebook que ça se passe. Lizard Wizard Magic, oui. Tristan, je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et les gars, c'est ciao. Ciao.